Bonsoir, merci de nous rejoindre dans BBC Info. Voici les titres. Nouvelle flambée de violences xénophobes en Afrique du Sud. Des magasins tenus par des étrangers ont été incendiés. Les 3 Africains les plus riches concentrent plus de richesses que 650 millions de personnes. C'est le constat de l'ONG Oxfam. Décryptage dans ce journal. Et puis Dorian a fait ses premières victimes aux Bahamas. Rétrogradé en catégorie 2, l'ouragan se dirige lentement vers les États-Unis. On commence ce journal par l'Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent. Ce pays qui accueille de nombreux migrants venus de toute l'Afrique est de nouveau secoué par des troubles xénophobes. Depuis plusieurs jours, les incidents se multiplient. Des pillages ciblant des magasins tenus par des étrangers ont lieu dans les grandes villes. Au moins 70 personnes ont été interpellées. Le président Cyril Ramaphosa a condamné ces attaques. Terreur à Johannesburg. Un récit de Myriam Lawari. Ce sont des scènes de chaos et de désolation qui agitent les rues de Johannesburg. La police sud-africaine tente tant bien que mal de disperser la foule à l'aide de balles en caoutchouc. Depuis dimanche soir, le township d'Alexandra est secoué par des émeutes qui ont éclaté après la mort de 3 personnes dans l'incendie d'un bâtiment situé au centre-ville de la capitale économique. Pillages, magasins brûlés, détruits, rien n'a été épargné. Ce sont les commerçants étrangers qui sont la cible de ces violences. Ils tentent de sauver ce qu'ils peuvent, comme les marchandises qui ont échappé miraculeusement au pillage. Mais ce commerçant originaire du Bangladesh craint désormais pour son futur et pour sa vie. Tous les 3 à 6 mois, le magasin est vandalisé. Le gouvernement n'agit pas. Alors comment je peux rester ici ? Hier soir, j'ai appelé la police. Elle a ouvert la porte et j'ai pu sortir. Si la police n'était pas venue, nous serions morts, moi et mon oncle. Ils étaient 10 gars, debout là, dans cette maison. Tout l'argent s'est envolé. Alors comment faire du business à nouveau ? Pas d'argent, c'est tout qui s'arrête. C'est mieux si le gouvernement me donne de l'argent, m'achète un billet et que je rentre au Bangladesh. Tout a commencé par une grève non sans polémique des chauffeurs routiers dans le reste du pays. L'objet de leur mécontentement, le recours croissant à la main-d'œuvre étrangère dans leur secteur d'activité. Les conducteurs zimbabwéens, congolais ou zambiens sont dans le viseur des grévistes sud-africains. Désormais, c'est au tour des commerçants étrangers d'être pris pour cible. Les autorités sud-africaines tentent de rassurer en condamnant les émeutes à caractère xénophobe. Oui, il est important de renforcer la sécurité aux frontières. Mais nous pouvons le faire sans recourir à la xénophobie. Nous pouvons le faire sans violence xénophobe, sans encourager les criminels qui veulent utiliser cette situation pour leur propre intérêt. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud, touchée par un chômage endémique et une pauvreté alarmante, est confrontée à des violences xénophobes. Déjà en 2015, 7 personnes avaient été tuées au cours de précédents pillages à Johannesburg et à Durban. Dans l'actualité internationale, selon les prévisions météo, l'ouragan Dorian, l'un des plus puissants jamais enregistrés dans l'Atlantique, continuera de frapper les Bahamas pendant des heures. Au moins 5 personnes sont mortes et selon le gouvernement local, des communautés entières ont été détruites dans les îles Abacos au nord de l'archipel. Dorian a été rétrogradé en catégorie 2, mais il reste extrêmement dangereux et les États-Unis se préparent maintenant pour son arrivée. Lamine Résine Konkobo. L'ouragan Dorian, toujours déchaîné dans sa trajectoire. Avec des vents de plus de 260 km/h, c'est l'une des tempêtes les plus violentes qui ait jamais pris naissance sur l'Atlantique. Les secouristes ont continué leurs efforts dans des conditions extrêmes, essayant d'apporter de l'aide médicale à ceux qui en ont le plus besoin. Jusque-là, 5 personnes ont été tuées par Dorian et les dégâts dans son sillage sont sans précédent. Nous sommes au cœur d'une tragédie historique dans certaines parties du nord des Bahamas, dit-il. Notre mission et notre objectif, c'est désormais de porter secours aux sinistrés et de rétablir la normalité.
Priez pour ceux qui se trouvent dans les zones touchées et priez pour nos secouristes. Aux États-Unis, les préparatifs sont déjà en cours avec l'évacuation de maisons en Floride, des maisons qui seraient sur la trajectoire de Dorian. Les commerces riverains de la plage à Fort Lauderdale ont été renforcés dans l'espoir qu'ils survivront à la rage de l'ouragan. Et plus loin sur la côte, même précaution. Selon les prévisions météo, Dorian se dirige vers la côte georgienne. Comme vous le savez, la trajectoire a changé plusieurs fois et semble encore incertaine. Mais nous prenons des mesures pour atténuer les dommages et pour assurer la sécurité de nos citoyens. Vu de l'espace, l'ouragan Dorian a décimé des communautés entières. Il est maintenant passé d'une catégorie 5 à 2. Mais de par sa puissance, il a brisé des records de tous les temps. En tout cas, il a laissé impuissants tous ceux qu'il a trouvés sur sa trajectoire. On revient en Afrique du Sud à présent. Le Cap accueillera demain le World Economic Forum Africa, un moment critique puisque l'organisation caritative Oxfam accuse de nombreux gouvernements de la région d'ignorer la question de l'inégalité malgré la croissance économique. Dans un rapport publié aujourd'hui, Oxfam souligne que les 3 Africains les plus riches concentrent plus de richesses que 650 millions de personnes vivant sur le continent. Oxfam tire la sonnette d'alarme, à savoir que les inégalités grandissantes constituent un obstacle à la lutte contre la pauvreté en Afrique. Pour la directrice générale de Oxfam International, l'Afrique est prête pour l'émergence, mais seulement si ses leaders se donnaient le courage pour promouvoir des politiques économiques plus humaines qui profitent à tous et non pas seulement à quelques super riches. Pour en parler, rejoignons depuis Vienne, en Autriche, le docteur Yves Ekwe Amayezo. Bonsoir, docteur. Des points de vue économiques, quel est le problème qui se pose quand tant de richesses sont concentrées entre les mains de quelques personnes en Afrique? La réponse, elle est très simple. Vous avez un système économique qui est en place depuis des années, des décennies, et qui produit ce résultat qui concentre les richesses, les revenus et bien sûr les capacités de consommation dans les mains d'un groupe qu'on appelle nous une oligarchie. Et en fait, pour le faire dans une économie globale, il faut bien le prendre ailleurs. Et donc, ça donne une propension à mettre cette richesse vers le haut, donc ce que vous avez indiqué et qui concentre cette richesse justement, et puis les autres qui bien sûr en pâtissent. C'est peut-être utopique, docteur, mais peut-on imaginer une fin des inégalités? La fin des inégalités est liée à la volonté des humains, pris globalement, de vouloir reformer ou revoir leur système économique qui, justement, crée des concentrations. Parce que derrière la concentration, vous avez les inégalités. Oui, votre réponse n'est pas utopique, elle est seulement un système, une volonté. Et cette volonté, quand vous avez des rapports de force et des gens veulent perpétuer, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le système et le statu quo, et même le renforcer, puisque entre eux, et ce n'est pas seulement très facile, hein, entre la classe riche, moyenne, et puis la très haute classe, c'est aussi des grosses concurrences, compétitions, vous aurez un système qui va finir par la violence. Et justement, les capitalistes purs ne veulent pas entendre parler de redistribution. Comment aplanir les inégalités extrêmes sans une redistribution encadrée par une réglementation? Alors, quand vous dites capitaliste, soyons précis, vous avez plusieurs capitalistes. Vous avez des gens, Ford, il était un capitaliste, mais il mettait du crédit à ses employés et il leur disait même d'acheter ses propres voitures. Donc attention, il y a un capitaliste qui ne cherche pas en fait à redistribuer, mais à faire fonctionner l'économie, à faire tourner l'économie. Ce capitalisme-là ne pose pas de problème en soi. Nous avons affaire maintenant à des excès dans le système capitaliste. Le système capitaliste a besoin de régulation. Le marché et la main dite invisible, c'est beaucoup de blagues. En réalité, si vous laissez les bourses et tout fonctionner, sans régulation, la bourse elle-même ne pourra pas fonctionner. Donc il faut un minimum de régulation. C'est de cette régulation qu'il faut discuter et qui fait donc les politiques de tel ou tel pays, voire même de l'ONU en général. Cette politique-là, ceux qui veulent la structurer sont des gens qui sont au sein de ces structures-là. Vous ne trouvez pas les pauvres. Donc du coup, ceux qui subissent et qui pâtissent ne sont pas à la table de négociation et de discussion. Et donc par définition, ils n'ont pas droit au chapitre. Merci Yves Ekwe Amayezo pour votre analyse en direct depuis Vienne en Autriche.
Passons maintenant au reste de l'actu, en bref et en images. Près de 2 tonnes de cocaïne cachées dans des sacs de farine ont été saisies en Guinée-Bissau. C'est la plus grosse prise de l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Ouest, considéré comme une zone de transit entre l'Amérique latine et l'Europe. 8 personnes ont été arrêtées, dont 3 Colombiens et un Malien. En mars dernier, la police avait déjà découvert près de 800 kilos de cocaïne dissimulée dans un camion. C'est une étude surprenante et pourtant, si la maladie cardiovasculaire demeure la principale cause de mortalité dans le monde chez les adultes d'âge moyen, le cancer est désormais la principale cause de décès dans les pays riches, selon 2 enquêtes publiées ce mardi. L'étude portait sur plus de 160 000 adultes au Canada, en Arabie Saoudite, en Suède et aux Émirats Arabes Unis. Et puis, c'est un grand jour au Parlement britannique ici à Londres. Les députés de plusieurs partis, y compris ceux du Premier ministre conservateur au pouvoir, vont unir leurs forces pour tenter de bloquer un Brexit sans accord. Si le gouvernement perd ce vote, le Premier ministre Boris Johnson devra convoquer une élection, la 3e du Royaume-Uni en 4 ans, qui pourra avoir lieu dès la mi-octobre. Le Royaume-Uni doit, je vous le rappelle, quitter l'UE le 31 octobre. BBC Info se poursuit avec les sports. Emmanuel Coste, vous allez nous parler de la Coupe du Monde de basketball messieurs qui se déroule en Chine et dans son 2e match de poule ce matin, le Sénégal a essuyé une 2e défaite. Oui, tout à fait, Nicolas. Ceci venant après la défaite déjà encaissée contre la Lituanie, très large. Alors ce matin, ce n'était qu'une défaite 80-68, mais ça veut dire que les Sénégalais sont un petit peu le dos au mur. 2 défaites pour 2 matchs joués. Alors, cela dit, il leur reste une chance de se qualifier pour le 3e tour et ils doivent absolument battre le Canada après-demain. Mais là encore, c'est pas simple. Tout dépend de ce que l'Australie fera en même temps passe à la Lituanie. Vous voyez, c'est quand même pas simple comme situation pour le Sénégal. Un autre représentant africain, un petit peu mieux loti, lui, la Tunisie. La Tunisie qui a battu l'Iran hier et qui jouera contre Porto Rico demain, son dernier match de poule. En cas de victoire, les Tunisiens, je pense, devraient être en lice pour le 2e tour. Alors, les 3 autres représentants africains, me direz-vous, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, eh bien là, aucune chance de disputer le 2e tour, c'est officiel. En fait, ces 3 formations vont continuer le tournoi, mais dans ce qu'on appelle un tour de classement, c'est-à-dire en fait un 2e tour parallèle, bis, qui va réunir les équipes les moins bonnes. Et au finish, eh bien, la Côte d'Ivoire, l'Angola et le Nigeria termineront au mieux 17e, au pire 32e. Voilà, donc on attribuera, si vous voulez, les places de 17e à 32e. Donc c'est pas tout à fait fini, mais en ce qui concerne le 2e tour, c'est terminé. La Côte d'Ivoire et le Nigeria, dans ce tour de classement, vont être avec la Corée du Sud, alors que l'Angola, elle, va être avec l'Iran et les Philippines. Ouais. Voilà donc pour le basketball. On va changer de ballon, mais on va parler football, mais pas football sur le terrain, car vous le savez, le mercato d'été s'est terminé en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne hier soir. Et du côté français, le Paris Saint-Germain a décroché la signature de Mauro Icardi, l'attaquant argentin de l'Inter de Milan. Il a été prêté, cela dit, mais peut-être qu'il y a un avenir donc sous les couleurs du Paris Saint-Germain pour Icardi. Il a également recruté le PSG Keylor Navas, le gardien de but du Real Madrid, qui lui s'est engagé ferme pour 4 ans, recrue de choix. Et puis, du côté de l'Algérie, le jeune et talentueux milieu offensif Hichem Boudaoui a signé avec Nice. C'est la 3e recrue algérienne pour le club français. Il joue auparavant pour le club algérien du Paradou Athletic Club. Le montant du transfert serait de 4 millions d'euros. Voilà, je pense qu'on en aura terminé, Nicolas, maintenant, en ce qui concerne les transferts. Merci Emmanuel Coste. Je vous parlais il y a quelques instants du Brexit et de Boris Johnson. Avant de nous quitter, un clin d'œil à Larry the Cat. Le célèbre chat et souricier en chef de Downing Street risque bien de ne pas apprécier l'arrivée des nouveaux compagnons. En pleine semaine décisive pour le Brexit, le Premier ministre britannique et sa compagne Carrie Simons viennent en effet de recueillir un chiot de 15 semaines. Il s'agit d'un Jack Russell du nom de Dylan. Apparemment, Dylan s'entend bien avec les chats, mais pour le moment, il est prévu que Larry et son nouveau colocataire canin vivent dans des zones différentes de la maison du chef du gouvernement britannique. Et on se quitte là-dessus. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.